bienvenue pour cette première édition d'Amplitude, un moment que nous avons imaginé comme un espace d'échange, d'inspiration. C'est un moment ouvert et surtout, on voudrait ouvrir le regard aujourd'hui. Je vais me présenter tout d'abord, je m'appelle Louise Ekland, je suis journaliste, animatrice à la télé en France, je suis britannique, personne n'est parfait. Et je suis absolument ravie d'animer donc cette première édition d'Amplitude. Si vous êtes tous réunis ici aujourd'hui, c'est parce que vous partagez donc un métier, un savoir-faire, un certain culture du temps, on peut peut-être le dire comme ça, et vous partagez également une certaine responsabilité de transmettre aux jeunes créateurs, à la jeune génération. Et peut-être cette responsabilité nous emmènera à trouver des façons de mieux d'inventer des nouveautés ensemble. Alors pour vous en dire davantage, j'aimerais tout de suite inviter, je devrais dire, le président de la Fondation Dominique Renaud à venir me rejoindre sur scène. Merci d'accueillir très chaleureusement Jean-Frédéric Josselin. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, c'est bien sûr un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour la première fois. Nous avons porté sur les fonds baptismaux cette fondation il y a quelques semaines ou quelques mois, c'était à la fin du printemps, avec l'idée de créer une fondation qui est pas tout à fait habituelle dans le monde de l'horlogerie. J'ai vécu dans plusieurs mondes différents, le monde scientifique, le monde culturel, le monde diplomatique. Et maintenant que je suis à la retraite, on m'a dit est-ce que tu serais d'accord d'occuper d'une fondation qui va dans l'horlogerie? Mon papa était directeur d'une entreprise d'horlogerie au Locle. Je suis né au Locle, dans un des fiefs de l'horlogerie quand même. J'ai de très bons contacts et je suis très souvent à Neuchâtel, donc c'est important pour moi, l'horlogerie. Et j'ai deux belles filles qui travaillent dans l'horlogerie, donc c'est un thème récurrent au sein de la femme. Cette fondation, nous l'avons créée avec toute l'équipe qui m'accompagne. Je les vois ici et je les salue bien volontiers. Jean-Luc, Olivia et d'autres, et bien sûr Dominique qui participe à ça. Et nous avons décidé de créer une fondation qui a pour but, je cite, « stimuler l'innovation en favorisant la transmission intergénérationnelle des savoir-faire horlogers. La fondation ne célèbre pas seulement un homme, comme il dit Renaud, puisqu'elle porte son nom, mais toute une communauté d'innovateurs qui ont façonné l'horlogerie contemporaine. Elle ambitionne de devenir un laboratoire d'idées et d'expériences, un lieu d'inspiration pour les générations futures. » Voilà le but que nous avons donné dans les statuts de la Fondation. Donc nous voulons créer une ouverture dans le monde de l'horlogerie. Et ne venant pas directement de l'horlogerie, je me suis rendu compte que l'horlogerie a quand même une sensibilité assez fermée. Et notre but, c'est d'ouvrir. Ouvrir, échanger, participer. Et c'est ce que nous allons faire au travers des colloques. Et je suis bien sûr ravi d'ouvrir ce premier colloque, il y en aura d'autres, sur la question de la représentation du temps. Et en tant qu'ancien responsable de la culture et ancien directeur de la Bibliothèque nationale suisse, vous pensez bien que le fait de choisir le thème de la littérature comme premier thème m'est apparu absolument comme évident. J'entends demandant aux écrivains, écrivaines de disserter sur la question du temps. On va voir ce que ça m'a donné. Je me réjouis, on n'a pas préparé plus que ça et j'ai pas d'autres thèmes que celui que nous allons débattre aujourd'hui. Nous allons voir ce que ça va donner. Et vous imaginez bien que on va voir comment ça va évoluer, comment ces écrivains, ces écrivaines vont disserter sur la question du temps. Nous allons organiser d'autres colloques. Vous serez déjà les bienvenus pour les suivants. Ce sera environ 2 fois par année que nous allons organiser des colloques sur différents thèmes pour la représentation du temps. Et on aura des échanges à ce niveau-là. Alors pour conclure, je m'en vais citer un écrivain dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait M. Voltaire,
qui a habité tout près d'ici, à Ferney, et puis qui était au château de Prangin. Si vous avez l'occasion d'aller au château de Prangin, le musée national suisse, siège roman du musée national suisse, puisqu'il y a vécu. Voltaire a dit « L'univers est une trop belle horloge pour exister sans qu'il y ait un horloger ». Nous en avons un horloger aujourd'hui, Dominique Renaud. Il y en aura d'autres, je l'espère. Et nous allons voir ce que la littérature, confrontée avec l'horlogerie, va dire aujourd'hui et quelles seront les conclusions que nous allons faire. Je me réjouis de participer à ce colloque. Je vous souhaite une bonne présence et un bon échange. Et je repasse la parole à Louise qui va nous indiquer la suite. Merci beaucoup, Jean-Frédéric, pour ce mot d'accueil. Alors, ce colloque Amplitude est donc né de cette envie de sortir des sentiers battus, de casser les silos et de réunir des voix différentes autour d'un même fil, celui du temps, dans ce qu'il a de plus vivant, de plus mystérieux et de plus précieux. Et pour cette première conférence, nous allons explorer la notion du temps dans la littérature, comme il a dit Jean-Frédéric. Avant de recevoir nos invités, qui sont d'ailleurs tous des auteurs de renom, j'aimerais inviter à me rejoindre sur scène une grande figure de l'horlogerie, un créateur visionnaire, toujours en quête d'inspiration et de partage. On accueille tout de suite Dominique Renaud. Cher Dominique, c'est à vous. Bien, voilà. Tout d'abord, bonjour à tous. C'est un honneur de vous avoir tous devant moi aujourd'hui. J'avoue que je suis plus habitué à être derrière un prototype sur un établi d'horloger. Mais j'ai petit papier, donc ça va aller. Donc c'est une petite réflexion sur l'innovation. Ça va durer très peu de temps, donc il faut mieux être attentif. Alors, on m'a posé un jour la question, et si vous pouviez vous déplacer dans le temps, vous iriez plutôt vers le passé ou vers le futur? Et j'ai répondu le passé. Mais alors, de quelle époque le diriez-vous? Eh bien, je dirais une époque que j'appellerais l'an zéro. Et non pas l'an zéro des calendriers bien connus, mais quelque chose une époque un peu symbolique qui ferait peut-être même rêver. C'est celui d'un monde vierge, encore vierge, où tout est possible et tout est à inventer. Car l'an zéro, c'est la promesse d'un futur où rien n'est figé, où chaque pas compte. Et dans ma vie, j'ai toujours été en quête de ce sentiment de totale liberté et de découverte. Alors j'ai refusé d'être ordinaire en préférant sortir des sentiers balisés, ou même si tracer son chemin est difficile, parfois risqué, parfois effrayant, il peut encore mener vers des endroits remarquables, inexplorés. Et pour laisser une trace, il faut sortir de la trace. Et en matière d'innovation, innover n'est jamais un long fleuve tranquille. L'innovation, c'est un acte de défiance. Et si elle ne vous effraie pas, alors c'est qu'elle ne vaut pas la peine d'être réalisée. Avec un père horloger technicien et une mère horlogère régleuse, j'ai grandi dans l'horlogerie un peu comme d'autres grandissent au bord de la mer ou au pied des montagnes. Des histoires de manufacture transmises à table, des histoires de spiraux, de mécanismes divers. C'était ça mon paysage, que j'appréciais beaucoup, car j'étais déjà passionné de technique, je dirais d'une manière innée. C'est vrai que tout gamin, j'ai commencé à ranger des Lego, à m'amuser. Et souvent, d'ailleurs, au lieu de faire mes devoirs, je faisais semblant de faire les devoirs et je travaillais sur les systèmes et mécanos
Mais bon, mes parents disputaient, mais ils ne savaient pas que ce serait ça qui ferait qu'un jour, ce serait mon gagne-pain et puis mon métier, quoi. Et j'ai donc presque naturellement choisi de faire l'école d'horlogerie, dont les bases, bien sûr, sont nécessaires pour forger un horloger de métier. Et ça, c'est très important, d'avoir ces bases. Mais pour entreprendre, créer, il faut parfois oublier un instant ce qu'on nous a appris, même à l'école. Oublier ce que la société croit savoir, oublier certaines règles pour aller au-delà des limites. Créer pour exister. Dans notre monde, créer en cassant certains codes devient un acte de résistance. Et c'est aussi une forme de naïveté et d'innocence qui lui font oser. Et j'évoquerai cette citation bien connue. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Mark Twain, mais il y en a qui disent que ce serait plutôt Marcel Pagnol. Enfin, c'était les discussions. Et la bonne guerre. Alors c'est aussi cette vision d'esprit libre qui est proposée au travers de cette nouvelle fondation, dénicher les talents de demain au-delà du milieu horloger, comme on fait justement avec ces jeunes de l'ENSI. On va entendre parler tout à l'heure. On va entendre parler tout à l'heure, exactement. Permettre aux originaux de pouvoir s'exprimer, puisqu'il y a des gens un peu perchés, des fois on les met de côté, mais il faut les écouter. Et je suis moi-même parfois un peu perché d'ailleurs. Mais il en faut, et puis c'est de la sorte sur les... Bien, ils sont très bien. Voilà, exactement. Un foyer où la curiosité est sincère, où l'entraide est réelle, où l'on avance en équipe vers l'excellence. Et parce que ce temps insaisissable que nous cherchons à mesurer, demeure notre plus belle source d'aspiration. Donc, tout est pensé comme une fenêtre ouverte sur d'autres horizons que je vous invite à franchir ensemble aujourd'hui avec ce premier colloque qui illustre tout à fait cet esprit. Il réunit des voix diverses. Il s'agit de nos invités de ce jour, à la fois écrivains, penseurs, philosophes. Ils vont partager leur vision du temps. Et peut-être ce faisant, nous aideront-ils à sortir de nos idées préconçues. Alors j'aimerais les citer, les remercier encore d'être avec nous. Il s'agit donc de Madame Noël Revas, Monsieur Sylvain Tesson, Monsieur François-Henri Désérable, et Madame Louise Eklund, voilà, qui va animer les tables rondes, qui anime parfaitement bien, en tout cas, qui met l'ambiance ici, une ambiance chaleureuse. Je vais faire de mon mieux, Dominique. Oui. Bon. Alors, avant de commencer, je vais juste faire quelque chose que je fais régulièrement dans les grands instants de ma vie, parce que je l'ai fait sur le papier, j'ai beaucoup de documents de mes débuts, et à chaque fois, je sortais mon appareil photo. À l'époque, c'était un téléphone argentique, mais là, je vais sortir mon smartphone, graphique. Voilà, juste faire quelques petites photos de l'instant. C'est bien. Vous voulez tout le monde debout, assis, tout va bien? Comme ça. Oui, l'instant, je prends plusieurs packs. Et moi, j'ai fait des selfies à l'envers, oui. C'est pour avoir voilà, et des beaux objectifs devant, on l'entend. Et voilà. J'en fais plusieurs. Voilà. Merci beaucoup, bonne continuation. Et puis voilà, on a reversé 2 fois la bouteille, donc on est en phase avec Louise. On aime bien arroser les choses, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Dominique, on peut l'applaudir encore une fois. Merci pour votre générosité et ce petit pas de côté que vous nous invitez à faire, bien sûr, aujourd'hui.
Entrons désormais dans le vif du sujet, celui du temps, avec nos invités, ce temps si précieux qui nous concerne vraiment tous, chaque jour. Nous courons après, nous essayons de la retenir, de l'étirer, de la comprendre, ou le comprendre si on est français. Et souvent, la littérature nous aide à faire tout cela autrement, à ralentir, à revivre le passé, à anticiper ce qui vient, à ressentir aussi le souffle du présent, évidemment. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la façon dont les écrivains vivent le temps, l'écrivent et le transforment. Et juste avant d'accueillir sur scène deux voix d'exception, Noël et François-Henri qui sont devant moi, nous avons la chance de commencer nos échanges littéraires avec un écrivain voyageur dont les livres nous invitent à justement ralentir, à contempler le monde, à habiter le temps autrement. Vous avez peut-être dévoré La Panthère des Neiges ou Sur les chemins noirs, des récits qui nous rappellent combien la nature et le temps sont des sources de beauté et de méditation. Mesdames et messieurs, pour ouvrir cette séquence et partager son regard sur le temps, Monsieur Sylvain Tesson. Merci Louis. Merci beaucoup à la Fondation de m'avoir convié parmi elles en me donnant l'occasion de réfléchir sur la question du temps, chose que, en grand dévorateur de l'espace, je n'avais pas beaucoup fait. Alors permettez-moi, avant de commencer cette petite allocution introductive qui durera 10 minutes et pas une de plus, parce que quand on m'a dit que j'allais m'exprimer devant des horlogers suisses, je me suis dit que ma tête était en jeu et que si je dépassais le temps qui m'était imparti, on se servirait de la trotteuse de la montre comme d'un couperet pour me décapiter. Donc je ne dépasserai pas les 10 minutes, mais je les dépasse déjà en avance en disant un mot à propos de cette matinée. D'abord, je suis très heureux qu'une fondation destinée à la promotion du temps, de sa mesure et de sa représentation fasse appel à des écrivains. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je suis assez content que l'une des vocations, l'un des motifs de cette fondation soit la transmission. Nous sommes accueillis quand nous rentrons dans ce chapiteau, enfin dans cette tente, enfin dans cette excroissance, par des étudiants de l'Institut du design industriel, et je trouve ça très beau, l'idée que la chaîne, non pas du temps, mais du savoir, se transmet. Et puis, j'adresse un remerciement à Dominique Renaud en voyant, comment appelle-t-on ça, un logo de la fondation FDR. Je me suis dit que si c'était appelé Marcel, l'acronyme de la fondation Marcel Renaud serait FNR, et ça nous plongerait dans des tourments philosophiques. Et puis enfin, une dernière chose avant de commencer ma allocution sur le temps, il faut bien comprendre que nous sommes là en train de baptiser la fondation. Je voudrais dire que les horlogers suisses font bien les choses, parce que s'être servi d'un lac comme fond baptismal, c'est quand même mieux que de tremper un nourrisson de stupide dans un bénitier. Voilà un baptême qui augure très bien de ce que deviendra la fondation. Alors maintenant, je commence. On va demander, en la personne de Louise, de dire un mot sur ce que le temps peut représenter pour un écrivain et pour un voyageur. Alors j'aurais pu commencer comme le président Jocelyn, en citant, non pas Voltaire, mais Saint-Augustin. Ça m'aurait été pratique, j'aurais dit, écoutez, on me demande de parler du temps, qu'est-ce donc que le temps? Ça c'est Saint-Augustin. Si personne ne m'interroge, je le sais, mais si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. Mais comme vous êtes un public averti et que vous êtes des familiers intimes des confessions de Saint-Augustin et notamment du livre 9 d'où est tirée cette phrase, je vais évidemment pas utiliser ce stratagème et je vais rentrer, comme le disait Louise, dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le gras du temps. Alors, un tout petit rappel historique, parce qu'il faut contextualiser le chose. Le temps, la représentation du temps a été, pour l'humanité, une substance dont la mesure était le sentiment de son passage. Et le sentiment de son passage
se manifestait par la captation de sa fluctuation. Là, je ne vous apprends rien. La course des saisons, les ravages de l'âge sur notre propre peau. Hein, vous voyez ce que je veux dire, les sillons qui se creusent dans la viande quand on se regarde dans la glace. Le retour des oiseaux, enfin l'âge, le passage de toutes choses. Ça s'appelle le phénomène cosmique. Le monde était donc à la fois l'effet du temps et la cause de sa manifestation. Et puis tout à coup, enfin, non, je parle évidemment devant les esprits très éclairés qui pourront me corriger. D'ailleurs, je me place sous leurs recommandations, leur savoir et leurs compétences. Tout à coup, est-ce au XIIIe siècle, est-ce à la Renaissance, est-ce que c'est un peu plus tard, est-ce en Chine, est-ce en Europe? Tout à coup, changement total de la représentation du temps à cause d'une petite invention technique que vous connaissez, mais enfin, il y en a peut-être qui sont moins familiers des mécanismes d'horloge qui apprendront ce mot. Tout à coup, invention de l'échappement. Cette petite pièce qui a révolutionné le rapport au temps. Cette petite pièce qui permet de fractionner la course du temps en bloquant et en libérant la roue par saccade. À ce moment-là, l'échappement sonne la mécanisation du temps et la transformation de la durée en section, de la fluctuation en fragmentation, du passage en valeur, de la substance en comptabilité. Le sablier ne s'écoule plus comme un fleuve. Le stylet du cadran solaire arrête de caresser le marbre du parvis, du cadran. Non, c'est fini ça. On s'échappe. C'est leur trotteuse qui trotte. Tic-tac, tic-tac. On en a perdu en poésie, mais on pouvait rentrer dans le monde moderne, techno-marchand, mécanique, rationnel, rentable, comptable, le monde de la mesure, de la statistique et du chiffre. C'est fini du temps qui passe dans le luxe, le calme et la volupté. Maintenant, nous sommes dans le calcul, le décompte et la productivité. Voilà, on devient comme le lapin d'Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire qu'on va courir après la trotteuse. Alors moi, je vous l'avoue, parce que je suis écrivain et parce que je suis voyageur, il ne fallait pas m'inviter, moi, je me situe du côté du temps comme fluctuation, dont la mesure est simplement le sentiment de son passage. Bien davantage que du temps comme valeur que je vais décompter. Je vis dans le perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés. Ça, c'est la définition du temps par le philosophe Bergson. Le perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés. Bergson institua la définition du temps comme une durée fluctuante et sûrement pas comme une fragmentation comptabilisée par la statistique. Alors, un mot de voyageur. Tout homme, et là je m'adresse au fort intérieur de chacun d'entre vous, tout être humain a un contentieux avec le temps. La vie est une absurdité temporelle terrible. C'est-à-dire qu'on est précipité sur la surface de la Terre sans avoir rien demandé à personne. On ne sait pas très bien pourquoi. Et au moment où on commence à contracter l'extraordinaire amour de l'existence, à peu près la comprendre, savoir comment la piloter, il faut arrêter et mourir. C'est quand même pas de chance. Vous connaissez la phrase de La Bruyère dans Les Caractères. L'homme ne fait que 3 choses. C'est une phrase d'horloger. L'homme ne fait que 3 choses. Il naît, il vit, il meurt. Il ne se sent pas naître. Il redoute de mourir et il oublie de vivre. Voilà qui est terrible. Aragon, dans son grand poème sur l'amour, dit cette chose superbe. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Tic-tac, tic-tac. Eh bien, ça n'est pas l'échappement. Et ça n'est pas la comptabilité et la mesure statistique du temps qui va nous apprendre à vivre et nous permettre qu'il ne soit pas trop tard. C'est autre chose. Alors moi, j'ai réfléchi beaucoup à ces phrases-là, de La Bruyère ou d'Aragon, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour fixer le temps? Pour ne pas avoir l'impression qu'il me coule dans les doigts comme la poignée de sable qu'on prend dans la main. Comment faire pour ne pas avoir l'impression d'être
perdu dans le ruissellement inarrêtable des heures. Alors j'ai trouvé deux moyens, deux formules, deux motifs, le voyage et l'écriture. Alors d'abord le voyage, comme frein pour arrêter le décompte, le tic-tac, le compte à rebours. Comment je me suis dit, je vais partir, user d'un principe d'astrophysique qui va consister à freiner le temps par l'arpentage de l'espace. Je n'étais pas très malin, mais je l'ai fait de manière assez industrielle et sportive. Des immenses traversées continentales, à pied, à cheval, à ski. J'ai demandé à l'épuisement physique de ralentir et d'épaissir le temps. Mes propres pas sur la surface de la Terre faisaient l'action du métronome. Au tic-tac, tic-tac, je remplaçais la mesure du pas humain. C'est pour cela que je dis que c'est un principe astrophysique, puisque je mesurais le temps par le mouvement dans l'espace. J'amattais les kilomètres pour prendre conscience du passage des heures. J'ai ainsi fait le tour du monde à bicyclette, j'ai traversé l'Himalaya à pied pendant 6 mois, les steppes de l'Asie centrale pendant 3 mois, je suis allé du cercle polaire arctique jusqu'à l'Inde à pied, à cheval et à bicyclette. Tout ça était des espèces de transects assez stupides, mais qui avaient pour nécessité de remonter le fil du temps par l'arpentage de l'espace. J'ai demandé à l'effort et la résistance du temps. Et puis bon, ça n'a pas marché parce que le temps finit toujours par aller plus vite que le marcheur. Alors j'ai fait autre chose. J'ai essayé l'expérience contraire, je me suis enfermé, immobile, dans une cabane en Sibérie. C'est le contraire de l'arpentage. Et à ce moment-là, j'ai demandé au temps d'imprimer ses nuances sur la fixité du monde que je regardais à travers une fenêtre que je n'ai pas quittée. Et puis ensuite, j'ai à nouveau essayé une expérience. Je suis parti à l'affût de la panthère des neiges. Alors à ce moment-là, couché dans les rochers du plateau tibétain par moins 50 ou moins 30 degrés, j'ai passé des jours entiers devant le néant. C'était aussi une expérience du ralentissement du temps. Je faisais l'expérience de l'annulation physique du temps qui s'appelle la patience, ou qui s'appelle la contemplation, ou qui s'appelle l'attente. Contempler, ça n'est pas mesurer. Mettre en lumière, ça n'est pas mettre en ombre. Accueillir en soi-même, ça n'est pas précipiter le temps dans un tableau de calcul. Et c'est une expérience amoureuse qu'il ne faut pas confondre avec une opération arithmétique. L'affût est une donnée totalement mystique et religieuse. Alors je sais bien, vous nous l'avez rappelé, Monsieur le Président, que les horlogers se prennent pour des démiurges, qu'on croit qu'ils sont des dieux, peut-être le croient-ils eux-mêmes. L'attente, en tout cas, vous plonge dans une forme de théologie, puisque vous êtes tout à fait à l'écart du temps, dans un espace qui n'existe plus. Enfin, ça n'est pas une option existentielle et on ne peut pas vivre en restant éperdument devant un horizon où il ne se passe rien. Alors finalement, j'ai inventé une autre manière de ralentir le sentiment de fuite du temps. Et alors là, je vais demander à monsieur le régisseur, s'il vous plaît, de diffuser, si vous permettez, de diffuser à la régie les 3 clichés, les 3 diapositives. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, les 3 photos, les 3 photographies qui vont illustrer le propos que je vais tenir. J'ai inventé, c'est ma 4e manière de ralentir le temps. Vous avez compris, l'arpentage en première manière, la cabane en 2e manière, la fixité, l'attente en 3e manière. La 4e manière, c'est de tenter de manière très physique de rejoindre des points géographiques très impraticables. En l'occurrence, ce sont les piliers de la mer, des colonnes de rochers qui sont dressées dans toutes les mers du monde, pour arriver à un point géographique à peu près inatteignable et très précis, avec le sentiment que beaucoup d'efforts m'a amené dans un endroit qui est quasiment interdit. J'appelle cela l'accomplissement ultime dans l'impraticabilité, car c'est complètement impraticable, ces espèces de colonnes qui se dressent devant les falaises. On a le sentiment de se tenir sur l'axe de rotation du monde, sur le pivot des roues crantées d'un mécanisme peut-être, sur le point de convergence en tout cas de tous les éléments cosmiques, l'eau, la terre, le ciel, la mer. On reste quelques minutes comme cela, sur des endroits extrêmement difficiles d'accès,
Et alors, à ce moment-là, non seulement le temps s'est arrêté, mais vous avez l'impression de devenir le temps. Soudain, vous avez confondu totalement le grand fluctuation, l'épanchement des heures et le point de rassemblement de toutes ces heures qui convergent dans l'espace que vous occupez, qui est parfois grand comme ce tabouret, et le temps qui dure quelques secondes avant que vous ne redescendiez. C'est ce que je fais, ce sentiment-là, c'est ce que j'éprouve en arrivant au sommet quand je grimpe. L'escalade de centaines de piliers de la mer autour du monde, avec mon ami Daïed Dulac, que je salue là, qui a fait l'objet de mon livre Les piliers de la mer, publié chez Albin Michel. L'escalade de centaines de piliers m'a offert cette impression de voyager sur la plage du cadran solaire et de monter sur le stylet. Cette fois, j'étais dans la fluctuation. Cette fois, je rendais enfin la possibilité de la mise en pratique. Souvenez-vous de l'injonction et du rêve de Goethe qui, dans la damnation de Faust, dit « Instant, demeure, tu es si beau ». Eh bien, cette sublime, cette objurgation, ce rêve de Goethe n'a été rendu possible que par l'effort dans l'impraticable. Lorsque je me dressais sur ces piliers, l'instant qui était si beau demeurait. Alors qu'il continuait à fuir lorsque j'arpentais l'espace, lorsque je regardais le néant en attendant la panthère, ou lorsque je me saoulais dans ma cabane. Et puis la dernière méthode, qui ce sera ma conclusion, la plus antique, la plus opérationnelle, de contrat de paix avec le temps, c'est l'écriture. Là, je parle sous le contrôle de François-Henri Désirable, de Noël, de Catherine Van Hofflen. Évidemment, c'est l'écriture qui permet à l'écrivain soudain d'avoir l'impression non seulement d'être plus fort que le temps, mais de le ralentir, de le dépasser, de l'accueillir, de l'approfondir. La transformation de l'expérience vécue en conscience et de la conscience en mots, en poésie, en verbes. C'est la fixation de l'éternité. Qui y arrive? Seulement les artistes. L'art est la seule puissance devant qui le temps se couche. Voyez quand un petit Rimbaud arrive devant la mer et il écrit ces 3 lignes. Elle est revenue, quoi? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Voilà 2 vers qui fixent une vision dans l'éternité, avec quelques mots très simples. La photographie, on imagine qu'elle est capable aussi de fixer l'instant, mais en réalité, c'est d'une captation par la machine. Ça n'est pas une métamorphose par l'esprit, c'est pas pareil. Faut pas tout confondre. Quand on prend une photo, on oppose l'instantané à l'insaisissable. Alors que quand on écrit un poème, un roman ou un essai, on n'oppose pas l'instantané à l'insaisissable. On propose la sensibilité à l'irréversible. Voilà pourquoi tous les soirs, moi, je prends des notes, je consigne ma vie, je raconte mes journées dans mes petits carnets, je tiens l'herbier, je prends le monde qui passe, les expériences que j'ai vécues dans le filet à papillons de mon écriture. Un dernier mot. Une fois appareillé d'une montre, et une fois que on a, par les expériences plus ou moins réussies que je viens de décrire, réussi à se guérir du sentiment de la fuite du temps. Il y a un problème auquel on n'a pas tout à fait apporté une réponse, on n'a pas résolu. C'est le problème de la temporalité. C'est pas pareil que le temps. Une montre vous donne l'heure, enfin normalement, elle vous permet de vous dire que vous portez à votre poignet la réalisation ultimement complexe d'un horloger qui a réussi à mettre le temps dans un tube et à mettre sur votre poignet la paillasse d'un laboratoire temporel. Mais le problème de la temporalité n'est pas résolu. C'est pas avec l'heure que vous savez comment vous vous situez dans le passé, dans le présent et dans le futur. Or, c'est aussi, en plus que l'inscription dans le temps, c'est aussi le grand défi de la vie humaine sur la Terre. Qu'est-ce que je fais de cette position par rapport au passé, au présent et au futur? C'est le défi de la vie. Si je néglige le passé, je suis inculte. Mais si je passe ma vie à nostalgiser, je suis une sorte de vieux fossile conservateur. Si je méprise l'avenir, je suis inconscient. Je suis un ministre des Finances français. Mais si je ne pense qu'à l'avenir, je suis une espèce de prophète qui fait des promesses d'outre-vie
et je confonds la promesse avec le bilan. Si je me fiche du présent, je suis un ascète, indo-gangétique qui me nourrit de lézards en attendant la mort. Mais si je ne pense qu'à lui, qu'au présent, stupide, je suis un butor, jouisseur, bon pour les parcs d'attractions. Donc il faut réussir à trouver une juste place dans cet équilibre de la temporalité, passé, présent, futur. Les bagnards de Cayenne, le camp de prisonniers français, se faisaient tatouer sur la peau « Le passé m'a trahi, le présent me fait souffrir et l'avenir m'épouvante ». Voilà une temporalité qui n'est pas vraiment celle d'horloger. C'est une temporalité de la condamnation. Moi, je préférais le renverser en me disant « Le passé m'oblige ». Le présent m'excite et l'avenir m'intéresse relativement. C'est bien de se projeter dans l'avenir, d'aimer le passé comme l'héritage et de jouir des fruits du présent. Et justement, le voyage et l'écriture nous aident à ce positionnement d'équilibriste à la fine pointe, à la clé de voûte de la temporalité. C'est ça le pilier de la mer. Je me souviens que j'ai beaucoup rêvé d'y arriver. Je suis tellement heureux de me tenir là, la confluence de tous les éléments sur ces grands torchères de granit qui s'étendent dans les mers du monde, excité par le présent, légèrement inquiet de devoir redescendre et toujours prêt à recommencer. On rêve de partir, on jouit de s'aventurer, on raconte ce qu'on a moissonné. Vivre, c'est faire de son rêve un souvenir, et c'est peut-être la montre qui vous indique le chemin, en tout cas la mesure intelligente du temps. Et si je suis en retard, et si j'ai dépassé le temps qui m'était imparti, ce n'est pas que ma montre se soit arrêtée, mais c'est peut-être parce que j'avais mieux à vivre ailleurs, que j'avais davantage à penser. Et ailleurs, étant un mot plus beau que demain, eh bien pardon de vous le dire ici, et vous ne prenez pas ça pour un sarcasme, mais ailleurs étant un mot plus beau que demain, je regarderai toujours davantage ma pucelle que ma montre. Merci beaucoup de cette... Non, vous restez avec nous. Prenez place, Sylvain, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous avez dépassé le temps, mais j'avais mieux à faire que de vous arrêter, bien sûr. Merci, Sylvain. Nous allons maintenant prolonger donc cette réflexion à plusieurs voix avec deux autres invités. Chacun, à leur manière, interroge aussi notre rapport au temps. Avec nous, Noël Révaz et François-Henri Désirable. Merci de les accueillir. Venez, chers amis, posez-vous. Ravi de vous avoir sur scène avec nous ce matin. François-Henri, vous, c'est un style... merci Sylvain. Un style vif, joueur, qui aime tordre la mémoire et le récit. Noël, chez vous, je dirais, on est dans des temporalités plus intimes, au plus près du corps et de la langue. Merci de votre présence. Alors, pour ouvrir cet échange, on va commencer avec une question qui semble très simple en apparence. Qu'est-ce que le temps pour vous? On a entendu Sylvain, on aimerait vous entendre. Ladies first, Noël. Merci. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Alors, c'est une vaste question que vous me posez là. Et en plus, je dois répondre en quelques minutes. Ouais, c'est très compliqué. Un défi. Alors, pour moi, tout simplement, le temps est une illusion. Moi, je pense que le temps n'existe pas vraiment. Et je suis pas loin de penser que c'est une arnaque, en fait. Parce que, comme le disait tout à l'heure Sylvain Tesson, on est précipité sur la Terre dans une temporalité, alors qu'on n'est absolument pas fait pour ça. Je crois que les êtres humains ne sont pas faits pour vivre dans le temps. Et c'est ça qui me fait dire que le temps est une illusion, c'est quelque chose d'un peu imaginaire, même on croit qu'il est rigoureux, on croit qu'on va le suivre et qu'on doit se plier à cette mécanique. Mais en fait, le temps, il n'existe pas parce que le temps est intériorisé, le temps est personnel. Le temps, je sais pas, le temps de la jeunesse n'est pas du tout le temps de la vieillesse. Vivez avec un enfant, c'est pas du tout le temps que vous aurez quand vous
le temps d'aujourd'hui, par exemple, ou je sais pas, le temps d'un accouchement, c'est pas du tout la même chose que le temps de l'attente d'un examen, par exemple. Et donc, moi, j'ai vraiment l'impression que le temps, c'est un paramètre extrêmement personnel et malléable, et que nous le faisons, que chacun fait son temps, et que finalement, c'est assez difficile à définir ce que c'est. Mais c'est déjà un très bon début, on est tous d'accord, hein. Et tout à l'heure, je vais ouvrir la salle à des questions. Donc écoutez bien, mettez les neurones en marche, parce que ça va fuser, bien évidemment. François-Henri, on veut vous entendre également sur cette réflexion. Qu'est-ce que le temps? Un ennemi, une obsession, un ami? Je ne vais pas répondre en tant que bipède arpentant la Terre, mais en tant qu'écrivain. Qu'est-ce que le nom pour l'écrivain? C'est à la fois son pire ennemi et son allié le plus précieux. Son pire ennemi parce que la plupart des écrivains sont irrémédiablement voués à l'oubli, à disparaître progressivement de la conscience collective. Il suffit de jeter un œil au bas-de-marée du prix Goncourt, qui est le prix littéraire français le plus prestigieux, qui est censé assurer à ses lauréats une gloire éternelle. Eh bien, lorsqu'on regarde ce palmarès, on se rend compte qu'on a oublié 80% des noms des récipiendaires. Est-ce que vous connaissez John-Antoine Laon, premier lauréat du prix Goncourt en 1903, René Benjamin, prix Goncourt 1915, Quelqu'un? Ernest Perrochon, prix Goncourt 1920, et alors l'un de mes préférés, c'est Guy Masvin, prix Goncourt 1932, qui a eu la mauvaise idée de l'avoir contre un certain Louis de Ferdinand Sévigné, qui la même année faisait paraître Le Voyage au bout de la nuit. Donc, pire ennemi des écrivains. Et en même temps, le plus grand allié des écrivains. Parce que le temps permet de prendre du recul, de polir les phrases, leur permet de refléter davantage. Marcel Proust le savait bien. Pour construire, pour bâtir ce qu'il appelait sa cathédrale de papier, les 3500 pages et les 7 tomes d'À la recherche du temps perdu, il a dû s'enfermer dans sa chambre, vous blesser, le temps s'écouler et transformer ses souvenirs en phrases. Lorsqu'il parlait de son œuvre, il disait que la manière la plus juste de l'envisager, c'était de considérer que c'était un télescope braqué sur le temps. Il a dit ça en 1922 dans une lettre à un de ses amis, ce qu'est Camille Vétard. Un télescope braqué sur le temps, parce que de la même manière que le télescope permet de voir des étoiles qui sont invisibles à l'œil nu, eh bien lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire affleurer à la conscience des phénomènes inconscients depuis longtemps oubliés. Et puis, je crois que le temps, les jeux procurés là-dessus, est une conquête. Il y a 2 phrases que tous les écrivains peuvent reprendre à leur course. La première, c'est une phrase de Borges, le grand écrivain argentin, qui disait « Certains se flattent des pages qu'ils ont écrites. Pour ma part, je suis fier de celles que j'ai lues. » Et je crois que tous les écrivains sont des grands lecteurs, des grandes lectrices. Je ne connais pas un seul grand écrivain qui ne soit pas un grand lecteur. Donc c'est l'un des dénominateurs communs. Et l'autre dénominateur commun, c'est que nous n'avons pas le temps d'écrire. Francis Scott Fitzgerald, au début d'un de ses livres, l'Incipit dans de ses livres, il dit que l'histoire de sa vie est celle d'un conflit entre une irrésistible envie d'écrire, un irrésistible besoin d'écrire et un concours de circonstances acharnées à l'en empêcher. Et je crois que cette phrase, on pourrait tous la reprendre à notre compte, puisque nous sommes sans cesse aux prises avec les 1000 corvées qui rongent les jours en pure perte, les médiocrités techniques de la vie lorsque la vie se transforme en gigantesque aventure administrative, et nous ne faisons jamais qu'écrire entre les interstices que nous laissent ces médiocrités techniques de la vie. Donc le temps est aussi une conquête. Mais le temps, c'est une conquête. Le temps, ça se dompte, Sylvain? Non, mais Désirable a raison de poser la question de l'oubli. Parce qu'une fois qu'on a mesuré le temps, une fois qu'on a, par toutes les manières possibles, tenté de le ralentir, de l'épaissir, ou de l'archiver,
se pose cette question de la temporalité dont nous parlions tout à l'heure et que Noël a à nouveau évoqué. Que faire de moi dans le néant, c'est-à-dire dans l'avenir? Il y a un néant spatial qui s'appelle l'immensité, mais il y a le néant de l'avenir qui s'appelle la mort. En réalité, il ne faut pas tourner autour du pot. C'est ça le grand problème de l'homme, c'est qu'adviendra-t-il de moi quand je ne serai plus? Quand mon père est mort il y a 3 mois, il y a 3 ans, sur son lit de mort, il a dit, mais qu'est-ce que va devenir le monde quand je serai mort? Alors c'est une phrase qui a l'air démente, mais en réalité c'est celle que nous nous posons tous, soyons honnêtes. Alors évidemment, il y a des tonnes de manières. Il y a des écrivains, comme vient de dire François-Henri, pensent que leur livre leur succédera et que le monde entier à leur mort se précipitera dans les librairies pour les acheter. Les Grecs s'étaient dit, on va faire des belles lois. Ça, c'est les antiques. Et les lois vont rester gravées dans le marbre. Ils ont réussi. Ils ont inventé la démocratie. Il y a des types complètement dingues qui pensent... Alors, Napoléon pensait que par des belles batailles, il réussirait à laisser son empreinte dans le temps. Il l'a réussi, puisque nous continuons à en parler. Enfin, il y a 1000 manières d'essayer de se réaliser. Sauf que, et là, ni l'horloger, ni l'écrivain, malheureusement, ne peut rien pour nous. Sauf qu'il se passe quelque chose de terrible, c'est que quand on travaille à inscrire sa postérité dans l'avenir, on oublie de vivre. C'est la phrase que je citais tellement belle de La Bruyère. L'homme redoute de mourir, alors il essaie de s'inscrire dans l'avenir, et il oublie de vivre. Et là, pensez tous à Achille. Achille qui devrait être une sorte de repoussoir de notre conversation sur le temps. Achille, le grand Achille de la guerre de Troie, qui meurt dans sa folie combative, qui devient une espèce de figure extraordinaire des héros de l'Antiquité. Et puis quand Ulysse le rencontre dans les enfers, Ulysse lui dit, écoute Achille, tu dois être content, tout le monde te connaît, tout le monde parle de toi, tu as réussi ton inscription dans la postérité. Et Achille lui répond, je me fiche d'être le plus connu de tous les héros grecs, je donnerai ma gloire posthume contre 1 heure à jouir au soleil en buvant un verre de lait. Ça veut dire une seule chose. Écoutez à votre poignet le tic-tac, tic-tac, tic-tac de l'échappement. Cessez de vouloir vous inscrire dans l'éternité et commencez par aller vous baigner dans le lac. On va faire une petite plongée. Alors, vous méritez de réagir rapidement. Non, mais Paul Valéry disait ça d'une manière beaucoup plus triviale qu'Achille. Il disait la postérité, c'est des cons comme nous. Cons comme nous. Et Céline, dans Le Voyage au bout de la nuit, la postérité, c'est de faire un discours aux asticots. Alors, en préparant cette colloque, je vous ai demandé tous de réfléchir à un texte, enfin surtout François-Henri et Noël, de réfléchir à un texte qui, pour vous, illustrait le temps. Votre texte, le texte de quelqu'un d'autre, enfin, ce que vous voulez partager avec cette parterre, avec toutes ces personnes ici aujourd'hui. Vous l'avez fait, vous avez fait vos devoirs. Tout à fait. Eh bien, Noël, est-ce que vous voulez bien nous lire le texte que vous avez choisi? Mais avec plaisir. Alors, franchement, j'ai pas eu à hésiter. J'ai tout de suite su quel texte j'allais vous lire. La première fois qu'on s'est parlé au téléphone, tout de suite, c'est venu. C'était évident pour moi parce que c'est un texte que j'ai écrit vraiment sur le temps. C'est un texte qui s'appelle « Quand mamie ». Je l'ai intitulé « Monologue à plusieurs voix », ce qui est un paradoxe. Et la situation est la suivante. Ce sont des voix, on pense à 1, 2, 3 personnages, plutôt 2, 3, 4 personnages, qui sont assis au chevet d'une vieille dame et qui attendent qu'elle succombe pour vivre. Et donc je vous lis le texte et peut-être on générera après. Allez-y. C'est un texte que j'ai écrit un peu sous forme d'une litanie. Quand mamie sera morte, quand mamie sera morte, quand mamie sera morte, c'est fou le temps qu'on aura. On pourra enfin faire du sport. Tu sais, quand mamie ne sera plus là, on sera en meilleure santé, parce qu'on prendra le temps de nager et courir. Et puis on aura nos salades. Quand on aura fait le nécessaire et que le chien aura vidé la pelouse, on pourra la retourner, comme c'était toujours notre envie, et faire notre potager. Oui, quand mamie aura rendu l'âme, tu sais, on aura un jardin. Le pommier, on va le couper, la souche, on la fait arracher, et on plantera des légumes. Ça sera nettement plus sain.
On pourrait même mettre des vélos dans cette chambre de mamie et faire le soir de la gym. Ou bien, ce qui serait assez dingue, c'est d'y faire creuser une piscine et on plongerait chaque matin. Et c'est fou ce qu'on sera sociable. On fera le tapage qu'on veut. On pourra mener notre vie. Je pense qu'une chose amenant l'autre, on en viendra à acheter un grill pour les barbecues. On sera dehors tous les soirs à faire les fous sur la pelouse. Mais tu sais ce que je réalise? C'est qu'après le décès de mamie, on pourra avoir des hobbies. On aura du temps pour nous-mêmes. J'ai pensé que petit à petit, on peut installer un atelier dans la chambre. On travaillera de nos mains. Je me demande si je ne vais pas en profiter pour changer cette fois de métier. Il y a longtemps que j'y pense. Je tiens, mais je me dis, quand mamie aura trépassé, est-ce que j'aurai le cran de partir et m'installer à mon compte? Tu sais, ça peut fonctionner. Faire là-dedans mon business et avec l'argent monter une annexe dans le jardin. Mais je ne crois pas qu'un sauna, ça soit vraiment nécessaire. C'est dommage de devoir attendre la disparition de mamie pour concevoir un enfant. Mais comment faire avec elle? Tu sais, si on attend trop longtemps, on ira s'il le faut en Hollande. On nous donnera des ovules. Moi je dis, quand mamie ne sera plus, là on fera des bébés. C'est mieux, ils auront plus de chance. On aura plus de temps pour eux et plus de nerfs. Tu vois ce que je veux sous-entendre? Parce que maintenant, comment veux-tu arriver à leur apprendre à nager, à leur apprendre à parler, à patiner, à marcher? Moi je dis, plus tard, oui, on ira à Londres, qu'ils parlent anglais sans se douter. Mais tant que mamie est en vie, on est vissé à cette place. Et je crois que je vais m'arrêter là parce qu'en tant que Suissesse, je suis très à cheval sur les temps festifs. Mais aussi le rythme. Vous aimez beaucoup lire à haute voix. Oui, j'aime bien lire. Quand vous écrivez, on a discuté de ça. Oui, Le rythme, c'est très important. c'est très important, c'est le rythme qui déroule le texte, en fait, pour moi, dans l'espace. Et c'est une façon aussi de garder le lecteur avec moi, de le garder captif, parce que c'est quand même aujourd'hui un défi de garder un lecteur dans un livre. Il faut trouver des stratagèmes. Et je pense qu'un de ces stratagèmes, c'est vraiment le rythme de l'écriture, le fait que l'écriture soit un flux, un flot qui nous tire en avant et on ne trouve pas le moment de faire la pause et de sortir. Et juste un dernier mot sur ce texte. Vous l'avez écrit où, quand, comment, dans quel espace-temps, en quelle temporalité? Alors c'est un texte très particulier pour moi parce que je l'ai écrit en fait en voyant, j'étais à Martigny, qui est une ville du Valais, et j'étais avec une amie et je buvais un café dans un petit restaurant, on surplombait la ville. Et j'ai vu en fait des petits chalets dans la plaine, dans la ville, chacun entouré de son petit carré de jardin. Et à côté, il y avait l'hôpital. Et c'était l'hôpital où mon père était mort. Il y avait pas si longtemps que ça. Et les deux choses ont fusionné. Et finalement, j'ai écrit ce texte, en fait, sans savoir trop pourquoi. Il y avait de moi dedans, il y avait beaucoup de... C'est une métaphore sur le temps qui passe, sur la procrastination, sur le fait de justement se sentir coincé et bloqué dans le temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le temps, c'est un obstacle, on aimerait s'en dégager. Et le fait de ne pas savoir que faire de soi-même dans ce temps. Merci Noël pour ce partage. Pensez Henri, à vous maintenant. Vous avez choisi un texte également. Oui, j'ai choisi un extrait de Chagrin d'un chant inachevé, qui est un récit de voyage en Amérique du Sud sur les traces de Che Guevara que j'ai publié il y a quelques mois. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est un éloge de la lecture comme moyen de ralentir le cours du temps. Pourquoi lit-on? On peut tout à fait vivre en se passant de lecture. J'ai été pendant toute mon enfance un très grand non-lecteur. Et si à 18 ans, je ne m'étais pas mis à lire d'un coup comme un damné, avec l'acharnement de ceux qui auront toujours jusqu'à la fin de leur vie 1000 lectures à rattraper, eh bien ma vie n'en serait pas moins supportable. Elle serait sans doute amoindrie, mais je n'en aurais pas conscience, et je ne ressentirais pas l'impérieuse nécessité de lire toujours plus, de même que celui qui n'a jamais vu ne ressent pas l'impérieuse nécessité de voir. Il entend le feu qui crépite, il ne sait pas la forme des flammes. Il perçoit le chant d'un oiseau, il ignore la couleur de ses plumes, il sent le parfum d'une femme, il ne connaît pas son visage. Et peu lui importe, il n'en souffre pas. Ou seulement dans la mesure où d'autres lui ont fait part des voluptés infinies dont sa condition le prieure.
mais donnez-lui la vue, ne serait-ce que quelques instants. Laissez-le voir le feu, les plumes, la femme, et demandez-lui alors s'il veut retrouver les ténèbres. Il vous répondra, mais vous êtes fou. Voilà ce qu'a été pour moi à 18 ans la découverte de la lecture. Alors bien sûr, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle m'a sauvé de tout, ou prétendre comme Montesquieu qu'elle a été le souverain remède contre les dégoûts de la vie, n'ayant jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. Mais elle m'a consolé de bien des peines, car il suffit de si peu, il suffit d'un livre pour se soustraire au réel qui nous assiège, et retrouver aussitôt ce dont nous sommes aujourd'hui de plus en plus dépourvus, les vertus de la lenteur. Les livres ont cette capacité inouïe à ralentir le temps, à diluer les heures en même temps qu'ils nous tiennent éloignés de l'ennui. La compagnie des autres peut nous être barbante, celle des livres, des bons livres, jamais. Merci, merci beaucoup. Bravo, ouais. J'ai senti qu'il y avait quelques gens qui... Personne qui voulait applaudir, mais n'hésitez pas. Ah, Sophie, comme c'est dit, juste un mot sur ce texte. Moi, je trouve ça toujours intéressant de savoir où vous en étiez à ce moment-là. Pourquoi vous avez écrit ce texte? Parce que j'étais dans un bus vers La Paz, que c'était un bus extrêmement inconfortable, que j'avais 25 heures de route et que j'ai essayé de... Je pensais à cette phrase de Montesquieu selon laquelle la lecture a dissipé tous ses chagrins, et je me suis dit que j'allais essayer de lire pour dissiper l'inconfort de ma situation. Mais ce texte, c'est aussi pour dire que finalement, à nos cœurs, à nos pauvres cœurs rendus malades par le temps, et par l'érosion du temps et par la disparition inéluctable de tous les êtres que nous aimons, eh bien, la lecture, la littérature offre un peu d'éternité. C'est le havre souverain vers lequel nous tendons. C'est une goutte d'eau fraîche sur nos lèvres fiévreuses. C'est vraiment une consolation. Et moi, j'ai bien du mal à croire qu'on puisse mener son existence sans être un lecteur. Je sais qu'il y a un écrivain que Sylvain admire beaucoup, l'auteur des Falaises de marbre, Younger, quand je croyais qu'il allait parler aujourd'hui, il n'en a pas parlé. Eh bien, Younger, dans un de ses livres, j'ai oublié lequel, quelqu'un vient voir un personnage et lui dit « Ah, moi je ne suis pas un lecteur car je n'ai pas le temps de lire. » Et l'autre lui répond « Non, non, vous êtes un homme occupé, mais vous n'êtes pas un lecteur, car c'est le propre du lecteur de ne pas avoir le temps de lire, mais d'arracher ce temps dût-il arracher ce temps à d'autres domaines, de la même manière que l'avant arrache du temps pour fréquenter son amante, dût-il négliger tout le reste. Donc la lecture est toujours du temps arraché, de même que ce que je disais tout à l'heure, l'écriture est toujours du temps arraché parce qu'on a toujours mieux à faire en réalité que de lire et d'écrire. Lire, c'est aussi entrer dans un autre temps, un temps suspendu. Est-ce que vous pensez, par exemple, Sylvain, à vos lecteurs quand vous écrivez? Non, non, pas du tout. Aucun écrivain pense à ses lecteurs quand il écrit. Non, pas du tout. En revanche, l'idée qu'il y a parmi toutes les tentatives de mettre, non pas un mort aux dents du temps, comme si le temps était un cheval, mais de mettre un frein à cette course éperdue, l'idée que la lecture fait partie de ces tamis au sens du grillage qui ralentit le flux hydraulique de l'immense avalanche du temps, le fait que la lecture fasse partie de cet arsenal, je suis absolument d'accord, ça n'est pas le seul. Il y a la contemplation, il y a la route éperdue, il y a l'écriture elle-même, il y a l'étude probablement, il y a l'amour, enfin il y a toutes ces espèces de tentatives d'arrachement intangible à la fluctuation. Le temps ronge la vie, ô douleur, ô douleur. Ça, c'est un alexandrin magnifique de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Avec 12 pieds, il a tout dit. Le temps ronge la vie, ô douleur, c'est notre grande question. Alors un mot, si vous permettez, conclusion. L'horloger échappe à ses douleurs en se disant « Puisque je le mesure, je le maîtrise. Puisque je le mesure, je m'injecte avec cette petite aiguille qui s'appelle la trotteuse, un antidote dans la veine. Puisque je réussis à le mesurer, j'en suis le maître. » Bon, c'est une option, c'est à mon avis une forme d'illusion, mais enfin c'est déjà quand même un progrès. Il y en a un deuxième,
il ne faut pas qu'il y ait un amoureux de la mécanique horlogère sans la mémoire. Je crois que, mais là, finalement, je dis la même chose que ce que vient de dire Noël et des érables, c'est-à-dire que le souvenir, la tentative de fixer non plus dans le marbre, dans l'architecture ou dans une page de livre, mais dans son esprit ce qui fut, est finalement peut-être la meilleure réponse qu'on peut offrir à la dissolution du temps. Et pour confirmer et illustrer ce que je suis en train de dire, 3 vers. Apollinaire, dans Alcool. J'ai cueilli ce brin de bruyère. Hein, vous voyez, le type, il fait un truc, ouais, c'est très volatile. Quoi. Il y a de la bruyère, il cueille un verre de bruyère et il nous le dit. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Brin de bruyère, odeur du temps. Mais souviens-toi que je t'attends. Voilà, Apollinaire vient en 4 vers d'expliquer absolument tout ce que nous pouvons faire contre cette fuite éperdue du temps dans l'herbe, de la volatilité, de l'espèce d'irréductibilité de la vie à sa dégradation. Souviens-toi que je t'attends. Et ça suffit. Lis, écris, pense, aime, contemple, et je t'en supplie, souviens-toi. Seule la mémoire peut être un antidote contre cette éperdue désagrégation de toutes choses du temps. Et Aragon, c'est un autre poème qui dit la même chose. Il y a de l'herbe, vous allez voir au début, et il y a la mémoire à la fin. La vie est une avoine et le vent la traverse. Hein, c'est comme le tic qui casse sa bruyère. La vie est une avoine et le vent la traverse. Ma mémoire, à nouveau, il oppose la mémoire à l'herbe. La vie est une avoine et le vent la traverse. Ma mémoire est un chant sans appoggiature et le refrain qu'il moue vient du cycle d'Arthur, le roi Arthur. Donc voilà, il oppose au vent dans les avoines la mémoire. Alors, on peut croire que le tic-tac de l'échappement va arrêter tout à coup cette course effrénée du temps. Je le crois un peu, mais pas seulement. Il faut que le tic-tac résonne dans les grandes cryptes de notre mémoire. Aragon avait trouvé aussi comment ralentir le cours du temps en contemplant les yeux d'Elsa. Et il disait « Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils venir se mirer, si jetèrent à mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds qu'on y perd la mémoire. » Magnifique. Noël. Moi, j'aimerais dire un mot sur la mémoire parce que pour moi, j'aime pas tellement la mémoire en fait. Parce que souvenir, être dans la mémoire me rappelle que finalement les choses passent et se terminent. Et ça m'inscrit de nouveau dans le temps, ça me rappelle que j'ai une fin. Et moi, je propose radicalement de sortir du temps. C'est-à-dire de s'échapper, comme il a été dit, par la méditation, la contemplation, l'émotion, la rêverie, tout ça. Et je propose d'arrêter de croire au temps. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on croit qu'on est soumis au temps et qu'on est dans cette mécanique? Non, mettons tout notre poids, toute notre passion et tout notre élan de l'autre côté, du côté de la rêverie, de la contemplation. Et après, se regarder dans le miroir et voir les sillons, ça sera plus grave. On sera ailleurs. Nous, on est éternellement jeunes, en fait. On porte les stigmates du temps, mais en fait, moi, je ne sais pas comment vous pensez à vous-même, mais quand je pense à moi, je le vois jeune, en fait. Je me vois tous 20 ans. On a tous 20 ans. On est tous encore des gamins et on a tous des rêves plein les poches. Et donc, On est éloge du présent perpétuel. c'est ça, mais pour moi, c'est ça la vie, en fait. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Oh, je dirais plein les poches, mais j'ai les poches sous les yeux. Moi aussi. Le passé, le présent, le futur, quelle temporalité vous habite en ce moment-là? Certainement pas le présent, parce que j'ai toujours l'impression que le présent n'existe pas. J'ai l'impression que le présent, finalement, n'est que du futur qui bascule immédiatement dans le passé. Donc c'est une très fine ligne de crête, exactement. Une frontière très fine entre deux immensités. Si je vois une inclination pour les alexandrins, il y a une formule, enfin il y a un vers de Boileau qui a le mérite d'être un double alexandrin et qui rejoint cette idée que je viens de formuler. Hâtons-nous, le temps fuit et nous traîne avec soi, le moment où je parle est déjà loin de moi. C'est magnifique, hâtons-nous, le temps fuit et nous traîne avec soi, le moment où je parle
est déjà loin de moi. Et donc ça rejoint cette intuition selon laquelle le présent n'existe pas, selon laquelle il n'est que le moment où le futur bascule dans le passé. Et que le langage qui est censé le nommer se révèle impuissant à le retenir. Et si on essaye d'adapter un peu cette formule au XXIe siècle, on peut la prendre comme une critique de notre, c'est la manière dont on a de se devoir, de quand, en vitesse, de notre frénésie contemporaine, Donc Boileau vient nous dire que la course est perdue d'avance, mais il faut tout de même la courir. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment la portons ? Comment emplit-on le cours de notre existence ? Eh bien, nous ici, nous avons fait le pari de l'emplir en lisant et en écrivant, et je crois que c'est peut-être l'une des manières les plus nobles d'emplir le cours de son existence. Noël, ça m'intéresse d'aller un petit peu plus loin sur cette temporalité dans vos livres. Vous, c'est le présent, que le présent, on n'est pas dans la mémoire, on n'est pas dans l'anticipation. Il y a cette nécessité, en quelque sorte, pour vous, de nous faire vivre le présent constamment dans vos récits. Il y a toujours eu cette idée, en fait, de trouver quelque chose de vivant et de contemporain dans mes textes. Je suis très attachée à la langue française, c'est la langue des classiques que j'ai lus et relus. J'ai aussi été une lectrice passionnée. Et en même temps, quand j'ai commencé à écrire, je me rendais compte que je devais ramener cette langue-là à la personne que j'étais alors, enfin que je suis. Et j'avais un grand problème parce que la langue, elle porte la mémoire, justement. Elle porte la mémoire de tous ces écrivains qui ont écrit avant nous, tous ces textes. On est nourri de cela. On a appris avec eux et en même temps, il faut être soi-même, il faut trouver sa voix. Et ça a été pour moi très compliqué, en fait, d'entrer en écriture, comme on dit pompeusement, parce qu'il me fallait trouver le moyen d'écrire une langue qui vibre, j'ai envie de dire, à la même fréquence que moi. Et donc, j'ai dû faire beaucoup d'essais, d'expériences. Je vois, en fait, mon travail d'écrivain comme une sorte de laboratoire. Et ça a donné finalement mon premier roman. Il est écrit dans une langue complètement fautive, rocailleuse, avec des mots inventés, mais aussi un mélange de registres de langue, la langue savante, la langue de mon patois valaisan, tout ça qui faisait une sorte de langue que je sentais beaucoup plus vivante et plus accrocheuse, en fait. Pour moi, je me sentais au même instant. Il n'y avait plus de décalage avec la langue quand j'ai trouvé cette langue-là pour mon premier roman. Quand j'écrivais avant, tous les textes que j'écrivais avant ce roman, ils étaient en décalage avec moi. J'écrivais une langue que je sentais lourde, poussiéreuse, que je devais tirer et attirer à moi. Et finalement, la façon que j'ai eue de trouver ma langue, ça a été de me dire, je ne m'occupe plus de la grammaire, je ne m'occupe plus de la syntaxe, je suis ma musique, je suis mon rythme intérieur. Et quand j'ai pu me libérer du poids de la syntaxe, de la grammaire, là, j'ai trouvé ma vitesse. Et j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, de ramener un peu la langue que je voulais écrire dans le présent à moi. Donc oui, je cherche plutôt le présent dans l'écriture. J'aimerais explorer un petit peu plus cette notion du rythme dans vos textes, dans votre écriture, la structure du texte, le temps que ça vous prend dans votre process créatif. Est-ce que vous êtes habité par le temps dans votre processus de création, par exemple? Oui, je réponds. Oui, bien sûr. Est-ce que je suis habité par le temps? Mais j'ai l'impression que le temps n'existe pas lorsque je suis en train d'écrire. Il y a une très belle formule de Cocteau, il dit « Le temps est une invention des horlogers ». Le temps n'existe pas. Et il faut dire que lorsqu'on est en train d'écrire, il n'y a pas de... Comment dire il n'y a plus d'histoire de rentabilité du temps. On peut passer beaucoup de temps sur une seule phrase. On peut changer une virgule, on peut... Puisqu'on parle de la virgule, on ne parle jamais assez de l'esthétique de la ponctuation. Vous savez, lorsqu'on propose à Cyrano de corriger quelques-uns de ses vers, il serait écrit « Impossible, monsieur, on sent se coagule à l'idée qu'on y peut changer une virgule ».
Sioran disait « Je rêve d'un monde où l'on mourrait pour une virgule ». Et Oscar Wilde, un jour, rencontre un de ses amis qui lui demande ce qu'il a fait de sa journée. Et Wilde lui dit « Écoute, je suis épuisé, j'ai passé ma journée à corriger les épreuves d'un de mes poèmes. Cet après-midi, ce matin, j'ai retiré une virgule, et cet après-midi, je l'ai remise. » Donc vous voyez à quel point même la ponctuation peut prendre du temps dans l'élaboration de la phrase. Flaubert est peut-être l'exemple typique où c'est qu'Oudin Flaubert restait rivé à sa table de travail sans cesse, essayait de forer pour trouver la phrase la plus juste. Et quand on lui disait que peut-être il pouvait se presser un peu plus, il répondait que périssent les États-Unis plutôt qu'un principe. Je préfère crever comme un chien que de hâter d'une seconde ma phrase qui n'est pas mûre. Alors, peut-être existe-t-il, nous dit Pierre Michon, un moyen de sauver Flaubert, de sauver la vie de Flaubert, parce que sa prose n'a pas besoin de nous. Et c'est de supposer que Flaubert a menti. C'est de supposer qu'il n'a rien fait de ses 10 lois la plupart du temps à Croisset où il vivait. C'est de supposer qu'il n'a jamais fait le moine ni le forçat, qu'il a joui de la Seine, du vent dans les peupliers, des grandes vaches dans les champs, des grandes femmes de temps en temps, qu'il a joyeusement fait défiler dans sa tête des nomenclatures phéniciennes, joyeusement cueilli du tilleul pour faire de la tisane, mais que ça et là, de chic pour marquer le temps, pour épater les Parisiens, pour donner du travail à ces flagorneurs en Paris, il soit tout de même monté dans son KGB et y ait écrit quelques phrases parfaites qui lui venaient tout naturellement. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Des phrases parfaites, elles nous viennent pas tout naturellement. C'est beaucoup de travail. Et le jaillissement ne fonctionne que s'il a été préparé en amont. Alors vous allez me dire qu'il y a quelques penseurs, comme Arthur Rimbaud, qui à l'âge de 16 ans nous a cité quelques vers nous a donné quelques vers que nous a cités tout à l'heure Sylvain Tesson. Mais il faut savoir que Rimbaud avait déjà englouti toute la bibliothèque de Charleville. Il n'a pas écrit ex nihilo parce que la littérature est épiphyte. Épiphyte, on le dit, de plantes qui poussent sur d'autres plantes. Eh bien, les livres poussent sur d'autres livres. Et on n'écrit jamais à partir de rien. On n'écrit jamais ex nihilo. On forge sa propre langue, mais on est toujours débiteur de nos lectures. Nous avons des dettes. Moi, personnellement, j'ai des dettes chez Pierre Michon, chez Romain Gary, chez Nicolas Millet. Et je serai éternellement leur débiteur. On arrive, le temps court, hein, c'est le cas de le dire, on arrive vers la fin de cette discussion ensemble, mais j'aimerais juste en un mot vous demander de nous partager quelque chose qui vous a touché dans cette conversation, qui vous a interpellé, que vous aimeriez partager, peut-être un mot de fin, un mot de conclusion. Sylvain? Écoutez, oui, permettez-moi de conclure en parlant de ces questions du présent et de l'instant et de présenter ici. Oui, je pense que notre époque est soumise à cette espèce d'adoration du moment présent, avec un peu de méconsidération pour le passé. Je dois avouer, moi, puisque vous posiez tout à l'heure la question aux écrivains, je dois avouer que moi, je suis un débiteur insolvable du passé, je ne pense qu'à ça, il n'y a que lui qui m'intéresse. En cela, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Noël Rovas, mais je pense que ce ne sont pas deux options à opposer, simplement ce sont deux parallèles qui peuvent arriver vers des horizons limites par des voies différentes, c'est-à-dire la création littéraire. Moi, je dois dire que je me sens l'absolu débiteur insolvable du passé et je ne veux concevoir mon existence sur Terre que parce que elle est enracinée dans quelque chose qui m'a précédé. Je ne suis pas un rhizome flottant sur le lac Léman avec des racines qui ne seraient que des captations des nutriments de la masse aquatique sans être enchâssé dans un socle. Ensuite, vous parliez du process créatif. Alors là, je dois vous dire que je vous perds un peu parce que j'étais pas là quand la langue a muté. Nous, autrefois, on disait la création pour l'invention, enfin, ou la littérature ou l'écriture. Alors, pour répondre précisément à la question du process créatif, oui, moi, je ne fais que lire avant d'écrire et je ne fais que me dire, est-ce que cette langue que j'utilise abîme, s'arroge des droits qu'elle n'a pas, ou bien au contraire, résonne, salue, célèbre ceux qui m'ont précédé. Et puis un dernier mot, puisque vous parliez de la conclusion, je voudrais rappeler que
je trouve ça très intéressant que des horlogers demandent à des écrivains de venir parler sur le temps. Mais, Catherine von Hofflen m'a signalé un mot de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, le philosophe personnaliste, phénoménologue, qui disait cette chose qui, à mon avis, peut nous inspirer au cours de notre conversation. Le temps ne peut être compris que s'il est articulé sur un mode narratif. C'est-à-dire que pour comprendre le temps, il faut du récit, il faut du roman, il faut raconter des histoires. Il ne faut pas uniquement le mesurer, il faut donner sa chance à la parole pour essayer d'incarner le temps et pas uniquement à la comptabilité. Eh bien, je crois que c'est ce que vous avez voulu faire ce matin. Merci Sylvie. Ah ouais. Moi, je suis songeuse, en fait. Je pense à toutes ces citations qu'on a entendues aujourd'hui. Et je me dis que finalement, elles sont très nostalgiques et très, même parfois catastrophiques, et qu'elles nous ramènent à notre destin, à notre fin. Et moi, j'aimais simplement un vœu. J'aimerais qu'on arrive un jour, je ne sais pas comment, à considérer le temps de manière positive et joyeuse et comme un allié, pas comme quelque chose, un obstacle contre lequel on a lutté ou un ennemi. Je ne sais pas comment ça se ferait, mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, pas de la rêverie, la contemplation, de l'amour, les rires. Voilà, merci Noël. François Henri. Comme Noël trouve ces citations un peu trop catastrophistes, c'est ça le terme que j'ai utilisé. On va essayer de remercier le postulat de la phrase que j'ai prononcée tout à l'heure, celle de Cocteau, selon lequel le temps n'existe pas, et que c'est une invention des horlogers, qui est une phrase que je trouve assez fascinante. Mais on pourrait peut-être renverser ce postulat, considérer que le temps existe. Et alors, là, peut-être que ça va jeter un vertige. La salle, en tout cas les horlogers ici présents vont être saisis d'un vertige métaphysique. On peut se demander si ce ne sont pas les horlogers, en réalité, qui n'existent pas. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça crée la polémique. Chers amis, le temps court, mais on va ouvrir la salle pour quelques questions. Si vous avez une question, levez la main, n'ayez pas peur, on adore vous entendre. Je vais vous faire passer un micro pour qu'on vous entende dans la salle également. 2-3 questions. Merci beaucoup pour ces réflexions. Moi, ce qui me frappe dans l'horlogerie, c'est que c'est une représentation du temps masculine. C'est une intention, vous parliez de mesure, de précision. C'est au cœur de l'horlogerie. Et ce qui me frappe, c'est que avant même que les horlogers inventent le temps, la femme n'a qu'un mais. Elle a une chose de plus dans les 3 choses qu'on vit. L'homme naît, vit et meurt. La femme naît, vit, donne naissance et meurt. Et le tout est fait sur un rythme qui est à la fois très précis, à un moment, puis perd de sa précision. Avant, on n'avait pas lieu d'être rythmé. Et peut-être un défi pour Léo et Théo, c'est voir comment représenter le temps féminin dans l'horlogerie, et pas qu'avec 3 petits diamants en plus. C'est une réflexion, si vous voulez réagir, sentez-vous libre. Non, mais c'était une magnifique idée, et je dois dire que il est vrai qu'il ne nous a même pas traversé l'évidence de parler de la germination, de l'enfantement, de ces 9 mois qui là sont tout de même une confirmation de l'existence du temps. Je trouve l'idée de Noël que le temps n'existe pas, c'est une idée d'écrivain, c'est une idée de poète, c'est une idée merveilleuse, c'est une idée artistique, c'est une idée de l'annulation des choses qui existent. Donc c'est une proposition d'artiste. Je la comprends très bien esthétiquement et je la récuse profondément parce que l'homme que je suis sait que premièrement dire que le temps n'existe pas, c'est n'être pas très aimable à l'égard des gens qui nous ont fait naître. Nous avons eu, et vous avez eu Noël, une année 0, qui a été votre arrivée sur Terre. Et puis dire que le temps n'existe pas, c'est quand même
spéculer un peu sur le pouvoir des pissenlits, parce qu'on en reparlera quand ils nous recouvriront que le temps n'existe pas. Et donc l'intervalle dans lequel vous pouvez vous permettre de dire que le temps n'existe pas, eh bien lui, il existe. Et un jour, il ne vous permettra plus de le dire. Donc oui, vous avez raison, madame, de signaler que finalement, la première horloge des rouages, après il y a la question de qui les a agencés, ça ne pas très bien, mais la première horloge, c'est nous. Mais puisque Sylvain évoque les pissenlits, je pense à un certain Fabre d'Églantine, que vous connaissez peut-être pour deux raisons. La première, c'est qu'il est l'auteur de la perceuse Il pleut bergère. Vous connaissez ça? Et il est aussi l'auteur de la dénomination des mois et des jours du calendrier révolutionnaire. Comme vous savez, pendant la Révolution française, on a substitué au calendrier grégorien, qui était attaché au catholicisme et donc à la royauté et donc à l'Ancien Régime, le calendrier révolutionnaire. Et on n'avait plus janvier, février, mars, avril, mais on avait pluviose, ventose, nivose, thermidor, messidor, etc., etc. Et Fabre d'Églantine était un proche de Danton. Il s'est retrouvé, il a été accusé et condamné en même temps que Danton à être guillotiné. Il s'est retrouvé en même temps que Danton sur la charrette qui le menait à l'échafaud. Il se lamentait de ce que le comité de salut public ne lui avait pas laissé le temps de terminer une pièce en vers qu'il était en train d'écrire. Et Danton, entendant sur la charrette le menant à l'échafaud Fabre d'Églantine se lamenter, lui dit, ça rejoint les pissenlits, « Mon cher Fabre, ne t'inquiète pas, avant 8 jours, des vers, tu en feras plus que tu en voudras. » Merci, François-Henri. On enchaîne avec une dernière question. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais allez-y. Merci infiniment. Oui, parce que le temps qui n'existe pas, qui existe, qui est arraché, qui est perdu. Marcel Proust a publié « À la recherche du don perdu ». Mais Jean Ferrat aussi, voilà, les jeux d'hasard, source d'inspiration. C'est lui qui chantait « Cette heure arrêtée au cadran de la montre ». Johnny Hallyday qui chantait « J'ai oublié de vivre ». Mais voilà, l'être humain, depuis son existence et ce qu'il a pu depuis instaurer comme législation jusqu'à instaurer la propriété intellectuelle, la Convention de Paris, la Convention de Berne, et bon, peut-être le nourrisson, il a baigné dans, ou l'adulte, il a baigné dans l'eau de mer salée ou l'eau de lac qui n'est pas salée. Le capitaine du bateau à la recherche d'une nouvelle terre, lorsque la terre n'était pas encore ronde, il n'y a que lui qui avait la carte géographique. Quelle carte? Il avait la boussole, il avait la montre. Il faut formuler ma question. Oui. Et sa montre, la montre du capitaine, c'est un sablier. Et cette législation, l'une des dernières législations de l'homme, c'est la propriété intellectuelle. Depuis, le sablier est devenu une montre. Et voilà, on arrive à innover de plus en plus avec des aspects de la propriété intellectuelle, des marques déposées, design, etc. Mais voilà, puisque l'objectif c'était de mettre les neurones en ébullition, comment on est arrivé à instaurer que le sablier a évolué pour devenir une montre, alors que la boussole est toujours boussole. Oui, le nord magnétique, le nord géographique, mais la boussole, elle est toujours utile dans la navigation. Mais la boussole, elle n'a pas aidé. C'est une vraie question. Merci beaucoup. Non mais monsieur, vous nous engagez là dans des territoires qui dépassent absolument les domaines de la compétence. Je vais être très heureux d'entendre sur la question mon voisin François-Henri Disérable et ma voisine Louise Nevaz peut certainement du bien à vous apporter. Non mais c'est les merveilleuses autres distinctions. Hein. D'abord du temps d'espace, de la boussole et du sablier, de la clepsydre et du compas, si on voulait continuer. Je crois tout de même qu'il y a une évolution de la boussole qui s'appelle l'algorithme et la géographie satellitaire. Car dans le sablier, qui n'est que la représentation de l'écoulement d'un temps substantiel, qui est disposé en volume. Hein, vous avez tant de décilitres de sable, et puis après vous n'en avez plus. À ce moment-là, on doit retourner le sablier. Vous connaissez l'expression sur les bateaux de la marine en bois, 60 s'effacent. Et c'était 60 s'effacent, ça voulait dire que l'heure était passée parce que des 60 secondes, mais qui étaient représentées par un volume, s'effaçaient. On entendait ça sur les bateaux.
60 céphas qui permettaient de calculer le méridien, vous l'avez très bien dit. Alors à ce moment-là, évolution ultra complexe jusqu'à arriver au tube temporel de Dominique Renaud. Certes, on est là dans une espèce maintenant de surenchère de la complexité, avec, comment dit-on, des 187 pièces rentrantes. Et puis peut-être un jour réussira-t-on à complexifier encore plus. Et vous dites que la boussole n'a pas évolué parce que le nord magnétique est toujours là. Mais on pourrait vous rétorquer que le temps est toujours là. Le temps cosmique est toujours là. La dégradation est toujours là. La germination est toujours là. Donc en fait, le temps comme élément quasiment mytho-physiologique, il n'a absolument pas changé, de même que l'espace et le nord magnétique n'ont pas changé. Mais la boussole, elle a quand même connu exactement une évolution comparable à l'espèce d'extraordinaire ajustement des mécanismes horlogers. C'est l'algorithme satellitaire qui, aujourd'hui, ne vous indique pas le nord magnétique, vous indique le chemin que vous devez prendre pour y aller. C'est ça l'algorithme, c'est une programmatique pensée par d'autres qui vous conduisent au point que vous voulez atteindre en vous donnant l'illusion que vous y allez par une voie simple, alors qu'en réalité, c'est déterminé par l'intelligence artificielle, elle-même programmée par un savoir algorithmique. Donc moi, je ne serai pas si rapide que vous dans l'idée que la mesure de l'espace n'a pas changé, alors que la mesure du temps a donné toute la complexité que nous savons. Pour quelqu'un qui ne voulait pas répondre, ça va. Merci Sylvain. Eh bien, notre temps d'échange est terminé. On pourrait débattre très Enfin, dit l'horloger. Mais nous allons continuer à débattre autour d'un verre dans quelques minutes tous ensemble. Mais tout de suite, j'aimerais remercier nos auteurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous laisse regagner la salle. Je vous laisse regagner la salle. Je vous laisse regagner la salle car on a une dernière petite séquence à vous faire vivre tout de suite. Alors, nous venons de vivre un moment d'échange descriptif et c'est la volonté de cette colloque. Et pour prolonger cette dynamique, nous voulons vous parler d'un partenariat particulièrement pertinent. Comme c'était dit en introduction par Jean-Frédéric, la Fondation Dominique Renaud soutient la création et ressent une certaine responsabilité de transmettre aux jeunes générations. Et c'est dans cet esprit qu'elle a noué un partenariat avec une école de design, l'École nationale supérieure de création industrielle, ou l'ENSI les ateliers. Ensemble, ils ont développé un projet d'envergure accompagné d'un concours et nous allons en parler tout de suite avec deux élèves de cette école. Merci d'accueillir Théo Richard et Léo Guneres. Premier micro, chers amis. Deuxième ici. Merci d'être avec nous. Posez-vous quelques instants, en effet. Donc, tout d'abord, je pense qu'on a envie de savoir davantage sur cette école. L'ENSI, ça s'appelle. Qu'est-ce qui rend unique cette école dans le paysage des écoles créatives? Alors l'ENSI, donc l'École nationale supérieure de création industrielle, donc on est situé à Paris-Bastille, en centre Paris. Donc c'est une école quarantenaire maintenant, qui a été propulsée par Jack Lang dans les années 80. On est une école qui embrasse et qui ose embrasser pas mal de nouveaux domaines que nous ne connaissons pas, nous, en tant que jeunes apprentis designers. Tout ça dans un cadre d'atelier matière, donc atelier bois, atelier métal, atelier maquette qui nous permet d'évoluer et de prototyper dans une liberté qui est tout à fait jouissive. Et quand vous parlez de nouveaux domaines, vous parlez de quoi, par exemple? Et on peut passer exactement de l'horlogerie. On est passé par des projets d'aide sociale, notamment avec la Croix-Rouge, mais aussi de nouvelles technologies textiles, puisque l'ENSI propose différentes formations, et notamment une formation textile. Et donc pour une école comme la vôtre, c'est, vous diriez, une chance de pouvoir compter sur un partenariat, par exemple, avec la Fondation Dominique Renaud? Oui, c'est une chance exceptionnelle puisqu'on est une école qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour appuyer justement ce cadre assez exceptionnel et donc avec beaucoup de liberté.
Et le principe des arts appliqués, contrairement aux arts plastiques, c'est justement d'avoir un cahier des charges et être dans un domaine, projeté dans un domaine qui est du coup la micromécanique, l'horlogerie de pointe. C'était pouvoir s'exprimer, trouver nos propres sensibilités dans un cadre extrêmement précis. Et de cette friction sont nés divers projets dont on pourrait aussi parler pendant des heures, mais qui nous ont permis de nous épanouir et de nous accomplir en tant que jeunes créatifs. On va approfondir un tout petit peu sur ce partenariat qui est quand même extrêmement intéressant. Ça s'appelle l'atelier plateau projet à la base. Il faut qu'on arrive à le comprendre et vous me donnez quelques éléments sur ce concours qui a été organisé. Alors oui, donc pour l'atelier plateau projet, donc en fait c'est une période de 4, 5 à 6 mois, oui, où on travaille du coup soit avec un partenaire ou soit sans partenaire, ça arrive aussi. Donc là, cet atelier plateau projet, donc il se passe avec une vingtaine d'élèves étudiants comme nous deux, encadrés par deux designers, donc ici Laurent Massalou et Romain Cuvelier. Je vous laisserai aller vous informer sur ces deux fabuleuses personnes. Donc dans un grand open space avec plein de bureaux, on travaille dans une équipe très soudée. Donc ici sur le sujet de la nouvelle lecture du temps. Donc en deux parties, donc une première partie où on s'est vraiment posé la question sans contraintes techniques, vraiment qui n'ont pas été imposées. On nous a dit dessinez votre propre histoire et dessinez vraiment cette nouvelle lecture du temps. Donc on a passé pas mal de temps à philosopher aussi en tant que nous petits étudiants et nouvel apprenti designer pour découvrir notre pensée. Voilà, ça c'était la première partie qui était beaucoup plus libre et on a pu apporter nos propres références qui pouvaient être en fait issues de l'architecture, des arts plastiques, de la mode ou de l'histoire, même de la philosophie et de la sociologie. L'intérêt aussi de croiser des écrivains aujourd'hui avec le domaine de l'horlogerie. Et pour revenir donc, sur cette deuxième partie, elle était plus technique. On pouvait à ce moment-là se concentrer donc sur l'objet concret qui est la montre bracelet et à travers tout le jargon horloger, essayer de le re-questionner, de lui donner des nouveaux codes, une nouvelle esthétique. Donc là, on se rapproche plus du design comme on l'entend de manière générale. Et c'est un métier que vous connaissez pas, chers amis. Vous n'aviez aucune notion dans l'horlogerie à la base. L'horlogerie ? Ouais. Non, du tout. C'est par curiosité, puisque quand on arrive dans l'école, on a le choix en fait des ateliers vers lesquels on va. Donc cet atelier plateau projet, on était 15 à avoir justement cette curiosité de justement nous découvrir au travers de ce nouveau contexte. C'est absolument fabuleux pour vous d'avoir accès en quelque sorte à ce monde qui est quand même assez siloté, assez fermé finalement. Ça a dû être une expérience assez incroyable. Donc une vingtaine de projets, si je comprends bien, sont venus. Et puis ensuite, il y a un concours avec un vote public. C'est ça. À la toute fin du projet, les partenaires nous ont invités à concourir, donc à mettre nos projets en ligne, diffusés, et laisser la possibilité donc au public de choisir sa préférée. Et c'est donc Benoît Porte-Proust, un ami qui était dans l'atelier de projet avec nous, qui ne peut pas être présent aujourd'hui, mais qui a remporté ce concours. Alors, Benoît Porte-Proust est un jeune papa, il vient d'avoir des jumeaux. La vie est trépidante, il court dans tous les sens, il a énormément de talent. Et en fait, pendant cette période où sa femme elle est tombée enceinte, était dans une reconversion, il a 32 ans, il a quand même réussi à sortir un projet absolument incroyable. On lui a demandé de nous faire une petite vidéo, vous avez envie de le voir ? Ça nous montre un peu son projet, on va le voir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Benoît Porte-Proust, je suis étudiant designer à l'ANSSI et j'ai travaillé sur le plateau projet entre mon école, donc l'ANSSI Les Ateliers, et la manufacture Dominique Renault. J'ai travaillé sur un concept qui s'appelle Memento Vivere. Au début, je voyais pas d'intérêt à développer une énième montre, une énième lecture du temps pour avoir juste une montre de plus à une collection. Pour moi, ça n'avait pas forcément de sens et je me suis dit, qu'est-ce qui aurait un sens pour moi ? Donc j'ai commencé par me poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une montre mécanique suisse d'exception et aujourd'hui ? Et j'en suis arrivé à la conclusion que déjà ça ne sert pas à lire l'heure, mais ça sert plutôt à se dire qu'on est en vie.
pendant que je travaillais sur ce concept-là, j'ai appris que ma compagne était enceinte de jumeaux en plus. Et donc ça a vraiment changé ma notion de ce que c'est que le temps, et donc de penser non pas comme des secondes, des minutes et des heures, mais carrément sur des années, des dizaines d'années, des générations. Et c'est pour ça que j'ai pensé au temps long. Un truc qui marche très bien pour marquer le temps long, ce sont les arbres. Et donc je me suis penché sur les cernes des arbres, et je me suis dit comment est-ce que je mets ça dans une montre. Et c'est comme ça qu'est né le concept Memento Vivere. Memento Vivere, c'est ça, c'est une montre qui vieillit quand elle nous accompagne, qui marque des cernes année après année, comme les arbres, avec un principe mécanique en dessous qu'on est justement en train de peaufiner avec Dominique Renaud et ses équipes. Voilà. Donc le jour de la présentation finale, on nous a annoncé que pour départager tous nos concepts, un concours allait être organisé. Ce concours, c'était au vote du public, donc chaque personne pouvait voter pour ses 3 projets préférés, les 3 projets dits les plus innovants. Et c'était pendant 2 semaines entre, je crois, mi-avril et début mai. Le projet qui gagnerait le concours serait développé dans le cadre du partenariat. Donc c'était absolument génial, une opportunité exceptionnelle. Il se trouve que Memento Vivere, donc mon projet, a gagné. Donc je suis personnellement ravi, et on est en train de travailler avec Dominique Renaud et son équipe pour pouvoir faire en sorte que Memento Vivere voit le jour. Donc on s'est donné 6 mois d'abord pour une préétude, pour savoir si techniquement c'est possible. Là on est à peu près à la moitié, on arrive à la fin de cette phase-là, et on est en train de se rendre compte que oui, c'est faisable. Ensuite, comment est-ce qu'on le fait? Il y a encore quelque chose à déterminer. Mais en tout cas, on a fait une preuve de concept, et on est plutôt content à ce stade-là. En août, on a passé une journée entière à la manufacture pour pouvoir avancer sur ce projet-là. Et donc en une après-midi, avec Dominique, on a pris des Legos, on les a bidouillés, et on a fait une preuve de concept qui montrait que effectivement, on arrivait à graver avec un mécanisme assez simple derrière. Voilà. Donc en fait, en une journée, on a fait des Legos avec Dominique pour pouvoir faire de l'horlogerie. On espère pouvoir vous en montrer plus dans les semaines et les mois à venir. En tout cas, moi j'ai hâte de ça. Au plaisir de vous rencontrer, au plaisir de vous en dire plus sur les avancées de ce projet. À bientôt. Magnifique. Et justement, où est-ce qu'on peut le suivre, Benoît, dans ses aventures? Alors oui, Benoît, on peut le suivre déjà sur ses réseaux personnels. Donc sur Instagram, je ne sais pas s'il pourrait être communiqué via un autre lien. On peut suivre son histoire aussi via les réseaux de l'école, donc l'ANSSI. Donc il y a un site internet, un LinkedIn, un Facebook et un Instagram. Parce qu'il y a plein de projets. Il y a le projet de Benoît qui est formidable, mais il y en a plein d'autres qui sont tout à fait exceptionnels aussi à découvrir. Oui. Et aussi par le biais de la fondation, du coup, Dominique Renaud, qui, je pense, communiquera sur ce projet aussi. Bien sûr. Eh bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bravo à Benoît et pour cette initiative aussi, d'ailleurs, de la Fondation Dominique Renaud, qui est excellente pour sortir des silos et des sentiers battus. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle. Eh bien, on a dépassé le temps du 2, mais on va continuer à discuter ensemble. Évidemment, on va enchaîner avec un moment de convivialité. Mais avant, j'aimerais réinviter le président Jean-Frédéric à me rejoindre sur scène pour un mot de fin. Merci. Chers amis, chers collègues, d'abord un immense merci aux 3 écrivains, Sylvain Tesson, Noël Reva et François-Henri Désérable. Pardon. Ces propos me touchent beaucoup. Les propos qui ont été tenus me font penser à la notion de l'oubli et à la notion de la pérennité. J'ai beaucoup apprécié la liste faite par François-Henri sur les concours que nous avons oubliés. J'aimerais en ajouter un, et je vous pose une question. Nous avons en Suisse un prix Nobel de littérature. Ce prix Nobel a été décerné en 1919. Ça m'importe parce que c'était l'année de naissance de mes parents. Donc je la retiens assez bien. Qui sait quel était le Suisse qui a été prix Nobel de littérature en 1919? C'est une colle que je pose beaucoup. Non, c'est pas Ramu, il n'a pas eu le prix Nobel. Non.
Noël Rebat a trouvé la solution. Carl Spitteler, personne ne connaît Carl Spitteler. Tout le monde a oublié Carl Spitteler. Et ça m'importe d'autant plus parce que j'ai eu dans ma vie à créer les archives littéraires suisses sous l'instigation d'un écrivain en Suisse qui s'appelait Friedrich Dürrenmatt, qui a voulu qu'on crée des archives littéraires. Et nous nous sommes posé la question de comment les écrivains conservaient leurs archives. Et à ce jour, il y a plus de 250 archives d'écrivains qui sont stockées à la Bibliothèque nationale suisse sous le titre des archives littéraires suisses. Alors je peux vous dire qu'on récolte de tout et de rien, des manuscrits, des tapuscrits. J'ai d'ailleurs trouvé très intéressant de voir, vous aurez peut-être remarqué, nos 3 écrivains aujourd'hui, lorsqu'on leur a demandé une lecture, Noël a pris un livre et a lu dans son livre. François-André a pris son portable. Non, il ne faut pas avoir honte, j'étais un informaticien dans une autre vie, a lu là-dedans et lui, il a parlé, il a pris son portable dans sa tête. Quand il a son portable dans sa tête, c'est difficile à conserver, hein, ce qu'ils ont fait. J'aimerais, je leur poserai la question pendant l'apéritif, de savoir comment ils pensent, comment ils créent, qu'est-ce qu'il leur reste. Est-ce que c'est des données informatiques? Est-ce que c'est du papier? Est-ce qu'ils écrivent encore sur du papier? Qu'est-ce qu'ils laisseront? Qu'est-ce qu'ils laisseront pas? Pas très loin d'ici, nous avons un écrivain qui écrivait, qui était Albert Cohen, qui a voulu détruire tout ce qu'il a écrit. D'autres écrivains livrent beaucoup de choses et laissent à la postérité beaucoup de choses. Le positionnement par rapport à la postérité et à l'oubli est quand même très important. Ce qu'on ne va pas oublier, mesdames et messieurs et chers amis, c'est qu'aujourd'hui, on a une première. On a une première que je trouve absolument magnifique. Merci à vous de nous avoir fait partager vos envies, vos prévisions, vos négations du temps ou pas. En tout cas, je peux vous dire que nous n'allons pas oublier ce moment-là. Nous allons en ajouter d'autres. Et pour ne pas oublier, j'ai le plaisir de clore ce premier débat et de vous inviter à continuer la discussion avec un apéritif qui vous sera servi juste au fond de cette salle. Merci à vous, bonne fin de journée et bon week-end.